Moi, je débarqué en Guyane pour la première fois en 56. On a cherché les candidats pour aller au fond de la Guyane. Ça me démangeait, j'ai voulu partir. Et c'est là, en arrivant à Maripasoula, que j'ai rencontré Jean Hureau. Je pense que pour lui, la photo, c'était un support d'études ethnologiques, justement. S'il a fait tant de photos dans les villages, il faut reconnaître que ces photos de têtes, de personnages, de bustes sont très bonnes. Hein. Là, on voit bien les traits de caractère de chaque personnage. C'est assez remarquable. Hein. Jean Hureau devait avoir une vie toute tracée. Fils du fondateur de l'Institut géographique national, cet ingénieur géographe entre à l'IGN après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, la Guyane devient un département français. Jean Hureau a pour mission d'établir la carte de l'ancienne colonie. 10 ans plus tard, Jean Hureau met sur pied une mission d'envergure, définir la frontière terrestre entre la Guyane et le Brésil. Ces photos, ces carnets et ces films témoignent d'une aventure exceptionnelle. Il sera épaulé par un gendarme, Paul Mifsud, un médecin, Étienne Bois, et un jeune topographe de l'IGN, Pierre Freinet, aujourd'hui âgé de 92 ans. J'ai rencontré M. Hureau à Maripasoula. Hureau avait commandé les équipages. Et à partir de là, on s'est embarqué avec le petit drapeau français comme ça, pour remonter les rivières jusqu'à leur source. C'était l'aventure, bien sûr, puisqu'on n'avait aucune idée de ce qu'on allait rencontrer. 29 juillet. Nous quittons Maripasoula à 8h30, nos canots chargés à ras-bord. Nous avons apporté les rations de vivres de 20 hommes pour 6 mois. Les équipes sont réduites au minimum et nous devrons peiner en forêt faute de main-d'œuvre. Le but de la mission en 1956, c'est la reconnaissance de la ligne de partage des eaux entre le bassin fluvial de la Guyane française et le bassin de l'Amazone. Hein. Et bon, cette ligne de partage des eaux n'est pas du tout évidente hein, sur le terrain. Hein. Il n'y a pas de grandes montagnes. On culmine à 900 mètres d'altitude. Vous voyez, c'est de la petite montagnette. Hein. Donc, il faut identifier cette ligne de partage des eaux. À ce moment-là, on avait des petits moyens, c'est-à-dire nos jambes, notre planchette, notre boussole, pour reporter le tracé tel comme on pouvait l'imaginer. Enfin, on a perdu beaucoup de temps au départ. « 30 juillet. Des incidents de moteur nous font perdre plusieurs heures. Nous arrivons un peu après 13 heures au pied des sauts de l'Alitanie, succession de rapides qui s'étendent sur une dizaine de kilomètres. Nous avançons, non sans quelques fortes émotions. Ça, on peut plus passer, quoi. C'est comme un barrage. Hein. Et à ce moment-là, on arrête le canot au bord de la rivière, on le décharge complètement. Et il y a un gros travail de transport pour transporter toute cette marchandise, les fûts d'essence en particulier. Il nous faut quelquefois plusieurs jours pour franchir un saut important. On passe ce qu'on appelle à la cordelle, c'est-à-dire on attache le canot avec une grosse corde et tout le personnel, tout canot réuni, c'est-à-dire 20 ou 24 personnes, viennent tirer sur la corde pour traverser la rivière.
On fait des photos à ce moment-là parce qu'on a le temps de le faire. Nous, on ne tire pas trop sur la cordelle. on regarde faire. Les sauts, les cascades, sont généralement fréquentés par le coumarou, c'est un poisson. Et les Indiens, eux, ils pêchent à la flèche, à l'arc. On s'arrête aussi dans les villages indiens. Et alors là, c'est un moment de bonheur de passer dans ces villages. Pour moi, c'est une découverte. Ça, c'est une cérémonie d'initiation. On danse, on fait de la musique et en se saoulant abondamment avec du manioc fermenté, le cachuri. Et pour en boire beaucoup, il faut en cracher autant. Alors, on crache, on boit, on crache. 8 août. Le bassin supérieur du Maroni est occupé par 2 populations tribales, Indiens Wayana et Noirs Marrons, réfugiés Boni. Ces derniers, descendants d'esclaves échappés des plantations du Suriname, ont conservé des structures et des croyances africaines. Mais ils ont emprunté aux Indiens la plus grande partie de leur culture matérielle. Beaucoup de ces rivières, plus on avance, plus c'est vrai, ne sont pas cartographiées. Et il faut en faire un petit levé, où on porte chaque cascade, et les tournants, les virages, les noms de lieux-dits. C'est pas, bien sûr, le but de l'opération frontière, puisque nous n'y sommes pas encore sur la frontière. Mais en même temps, nous faisons un peu de topographie, toponymie du pays que nous traversons. Jusqu'au jour où on n'a plus avancé que de 1 ou 2 kilomètres. Alors, on a abandonné la navigation. On a dit, c'est là qu'on fait notre camp de base, puisqu'on ne peut plus avancer. Hureau, qui attachait beaucoup d'importance aux photographies et au cinéma, avait ses films dans le frigo. C'est-à-dire qu'il restait toujours frais. On arrivait au camp de base, on avait le frigidaire et on mettait les films de Jean Hureau dans le frigidaire. Il était très scrupuleux, très exigeant. Et on avait toujours l'impression qu'il vivait dans un monde à part. C'est son caractère, oui. C'est son caractère, oui. Nous, on était facilement décontractés après le travail avec le docteur Bois et puis le gendarme Mifsud. Et on buvait un petit punch, 2 petits punchs. Enfin, c'était pas tous les jours facile, hein. « 14 août. Nous nous séparons. Je poursuis avec mes 4 hommes l'ouverture du tracé en direction de l'ouest. Je n'avance que lentement, retardé par la nature du relief, un des plus hostiles que l'on puisse rencontrer en Guyane. Hureau, en toutes circonstances, en forêt guyanaise, reste le chef de la mission, hein, parce qu'il a derrière lui 3 ou 4, 5 missions déjà de Guyane. Bon, j'étais la troupe, hein. « 21 août. Nous avançons à peine de 100 mètres à l'heure. Nous sommes dévorés de tiques et de poux d'agoutis. Les Boni, pourtant habitués à ces misères des grands bois, souffrent beaucoup eux aussi.
J'entends au-dessus de moi les hommes haleter, grimpant en se tenant des mains aux broussailles. Si l'un d'eux tombait, entraîné par sa charge de 30 kilos, il risquerait une blessure grave. Et là-bas, il fallait la chercher, cette frontière. Elle ne sautait pas aux yeux. Hein. On va de source en source. On monte sur les rivières. On arrive à une source, on se dit, on peut espérer que c'est la frontière. On trouve une autre rivière, on retourne à la source. C'est quand même fatigant, très fatigant. Combien de fois on a cherché l'école et puis qu'on a trouvé des rivières à la place. Tout ça, ça influe. Ça jouait sur le moral puisque nous avions certaines journées où nous n'avions pas progressé comme on aurait voulu. Hein. 6 septembre, j'entreprends l'ascension du Piton, dont la moitié est boisée et la face regardant vers l'ouest, rocheuse. 9 septembre, nous posons une borne provisoire. 13 septembre, calcul de la station Astro numéro 1. À mon grand soulagement, le graphique des droites de hauteur colle parfaitement. On arrive sur ce rocher nu. Bon, c'est extraordinaire. Puis alors la vue à perte de vue, hein, aussi bien du côté du Brésil que du côté de la Guyane. On pousse quand même un gros soupir de soulagement. Hein, de voir respirer cette bouffée d'air là qu'on n'a pas respiré depuis, hein, mettons, 15 jours. Hein, c'est énorme, quoi. C'est fabuleux, quoi. Hein, ça a été une fête. Ça a été une fête aussi bien pour les Bonnies et les Indiens. On aurait voulu passer des vacances là-haut. Jean Hurault et son équipe resteront encore 4 mois pour parcourir les 320 km de frontière entre le sud de la Guyane et le Brésil, identifiant ainsi la plus grande frontière terrestre française.